Chers sportifs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous du partage des informations sportives sur la première. En route pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020, les éperviers locaux ont damé le pignon aux écureuils U23 du Bénin hier au stade de Kégué. Nous allons revenir sur les facteurs qui ont milité en faveur des Togolais. Et puis le championnat national de football de deuxième division est à sa 9e journée ce week-end. Les différents croisements dans cette édition. Nous resterons toujours en football pour faire le tour d'horizon et parler des tournois qui riment avec la non-violence en cette période électorale. Nous serons accompagnés de notre confrère Joseph Muller, représentant Afrique de l'UGBD, entendu, Universel Grigny Box Développement, qui va nous édifier davantage sur le prochain gala de boxe France-Afrique Cameroun 2020 et aussi les qualificatifs des JO de Kyo 2020 zone Afrique qui auront lieu à Dakar du 20 au 29 février prochain. Bienvenue à tous et restez avec nous pour le développement. Bonjour Joseph. Bonjour Jean, bonjour amis télésportifs. Joseph, cette dénomination UGBD, Universel Grigny Box Développement, il s'agit bien de quoi? Universel Grigny Box Développement est une association affiliée à la Fédération française de boxe qui est résolument tournée vers le développement de la boxe à la base, la boxe éducative, et qui travaille beaucoup plus avec le continent africain, avec les 54 fédérations nationales africaines, et surtout dans l'organisation du Gala France-Afrique qui est à sa 9e édition au cours de cette année 2020. Voilà, donc c'est une structure française. Pas une structure française, c'est une association qui est basée sur le développement, où nous travaillons sur tous les continents, mais c'est créé en France et reconnu par l'autorité française et nous travaillons étroitement avec la Fédération française de boxe. Très bien. On va quand même parler boxe comme je viens de l'énumérer, mais nous allons ouvrir la page des éperviers qui nous ont fait honneur hier dans le cadre des préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Les éperviers locaux étaient aux prises hier vendredi à domicile avec la sélection U23 des écureuils du Bénin. Une journée de Saint-Valentin qui a porté ses fruits côté togolais, vainqueur 3-0. C'était précisément au stade de Kégué à Lomé. Reportage à Tchoussaba, Laurent Mavo. Les éperviers locaux débutent de fort belle manière les préparatifs du CHAN Cameroun 2020. La bonne forme des Togolais, la sélection béninoise des moins de 23 ans en a fait les frais. Et pourtant, ce sont les Béninois qui réalisent une meilleure entame de match, marquée par la première occasion à la 21e minute. Après ces moments d'hésitation, les Togolais deviennent maîtres du jeu. À la 36e minute, Akapo Kwado reprend victorieusement le centre d'Oloufade Adetola. 1-0 score à la mi-temps. La première action de la seconde partie est à l'actif des jeunes écureuils, mais le portier Aïba Moubarak des éperviers dévie le tir de l'attaquant béninois. Cet arrêt du goal togolais semble rassurer ses partenaires. À la 65e minute, Ouro Agoro Ismaël de la tête transforme le corner de Tchakei Maouf et bat le portier Cheyi Adamilolo du Bénin. 2-0 pour les éperviers appris. La domination togolaise est sans borne et contraint la défense béninoise à concéder un pénalty à la 68e minute. Tchakei Marouf exécute la sentence et porte le score à 3-0, qui est d'ailleurs le score final. Le staff technique des éperviers locaux se satisfait du comportement de l'équipe dans l'ensemble. Bien sûr, parce que ceux qui sont arrivés, j'ai vu que bon, on peut compter sur tout le monde. En plus, dans le développement du jeu, je pense que ça commence à venir. Même si les échéances approchent, je suis vraiment satisfait de leur comportement. Vous savez, à chaque entraînement, vous savez, hier, l'entraînement, c'était pas l'équipe qui devait jouer. Mais vu leur comportement, j'ai changé tout. Parce que il y a des choses, des fois, ça agace parce qu'il faut chaque fois être derrière le joueur. Pour jouer au niveau, je pense qu'il faut changer de comportement. Mais bon, je suis content parce que tous les remaniements, à chaque fois que je porte un remaniement, je suis quand même satisfait parce qu'ils apportent quand même quelque chose. Dernière fois? Mais heureusement pour nous, puisque que ce soit l'avant-dernier stage et ce stage, on a travaillé beaucoup sur le plan offensif devant le but. Aujourd'hui, on a eu la chance de concrétiser nos occasions, mais tant mieux, et on espère que ça va leur donner de gagner en confiance pour que le prochain match, s'il y en a, et on arrive à marquer beaucoup de buts. Vous savez, dans un mois, il y aura un autre stage avec des joueurs, et après, on enverra 23 noms à la CAP pour le CHAN. Mais j'espère que là, on aura des matchs amicaux.
Mais ma seule inquiétude, c'est quand je vois le calendrier du championnat, j'ai peur de récupérer des joueurs fatigués avant la compétition. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Mais bon, je n'ai pas le choix. Hein. S'il n'y a pas de changement, je ferai avec. L'apprentissage se poursuit du côté des écureuils U23, en route pour les qualificatifs de la CAN de leur catégorie. La U23 du Bénin, parce que nous sommes à la 3e U23. Et il y avait la première U23 depuis 2 mois. Un mois passé, le deuxième U23 a fait la tournée vers le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le 3e U23. Malheureusement, nous sommes venus tomber sur une équipe togolaise qui est en place. Une équipe qui prépare une compétition africaine. Ils ont la bantière. C'est ça qui a payé cash. Vous n'êtes pas de ça savoir, c'est les enfants. Il est bien vrai, on a joué contre l'équipe locale du Togo, contre le U23 du Bénin. Ce n'est pas une raison, mais c'est notre malchance. On est venu tomber sur une équipe qui a bien préparé la compétition qui vient dans 2 mois. Et c'est bien pour le Togo. On va essayer de corriger ce qu'on peut corriger dans les jours à venir et agencer ce qu'on peut agencer pour corriger ces petites bêtises-là. Alors, certes, le Togo a gagné, mais sans doute... Vous avez fait un bon constat parce que l'équipe qui vient de jouer aujourd'hui, il y a 12 joueurs qui n'ont jamais joué en sélection. 12 joueurs. Le U23, vrai, il n'y a que 4 que j'ai fait venir aujourd'hui, qui est Chaban. Il y a Chaban, il y a, comment dirais-je, Nassirou, il y a le petit Baparapé et le gardien de but. Et tout le reste, c'est des enfants qui n'ont jamais goûté l'équipe nationale. Parce que nous, on est en train de préparer une relève de qualité au Bénin. À quelques heures du tirage au sort du 6e championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020, prévu ce lundi 17 février à Yaoundé au Cameroun, les poulets de Jean-Paul Abalo ont donc le moral au beau fixe. Les éperviers locaux effectueront un dernier stage dans un mois avant la publication de la liste des joueurs retenus pour la phase finale qui se déroulera du 4 au 25 avril prochain au Cameroun. Voilà, et Joseph, ça, le résumé du match d'hier. Vous étiez au stade, qu'est-ce qui vous a marqué hier? Ce qui m'a marqué beaucoup plus, c'est l'engagement des joueurs togolais. J'ai vu des jeunes combatifs qui, dans le fond de jeu, vous allez pu remarquer qu'ils étaient vraiment, disons, préparés pour cette rencontre. Ouais. Il y a une bonne circulation, il y a ensuite des changements de chaque côté. Et surtout la mise en place du milieu défensif qui a énormément empêché les Béninois de développer leur jeu. Surtout qu'ils allaient bien exploiter les flancs, mais les Togolais étaient suffisamment en place et nous avons vu un beau match. Et moi, j'étais reparti très satisfait. Voilà, et dans son interview, le coach Chabalo, il a dit que par le passé, la finition n'était pas de mise, mais hier, c'était le cas. Bah, mais moi-même, j'ai beaucoup apprécié, surtout la finition. L'attaque togolaise est prolifique. Oui. Avant, on gagnait sur un but ou 2 buts à 1, je crois qu'aujourd'hui. Et puis, j'ai apprécié aussi les 2 portiers qui se sont relayés et qui n'ont pas laissé vraiment la chance aux Béninois de marquer contre le Togo. Mais au milieu, je crois qu'il y a beaucoup encore à faire. C'est ça. Surtout garder la balle pour amorcer une circulation vers l'attaque, des bonnes transmissions, que ce soit dans l'axe ou que ce soit sur les flancs. Oui. Je crois que le travail reste à faire, à parfaire. C'est ça, oui. Et nous verrons une bonne équipe togolaise au voilà. Cameroun très prochainement. Vous avez bien fait de toucher le point qu'il faut corriger avant l'échéance du Cameroun. Et puis, il faut aussi noter que cette équipe du Bénin qui est venue, les U23, l'équipe a été un peu diminuée de ses vraies valeurs. Bon, il faut dire que les Béninois sont dans une dynamique progressive où il y a eu l'émergence des centres de formation et ils profitent pour ratisser large, regrouper des jeunes, les tester si l'occasion leur offerte. Et je crois que c'est ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir étoffer et préparer leur pépinière, la relève qui se met en place. Et surtout que le jeune ministre des Sports très dynamique, Osvaldo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mon passage
au Bénin à Cotonou, qui est un jeune très dynamique, qui est auprès des acteurs sportifs et qui veut vraiment revenir sur le continent avec le sport, vendre plus le Bénin à travers le sport. Je crois que c'est son credo. Et il le fait si bien déjà. Voilà, on continue toujours avec Pierre Vier. Le temps pour nous de dire que c'était une semaine d'entraînement et d'intenses activités qui ont permis aux éperviers locaux de venir à bout hier des U23 du Bénin avec Laurent Oumavor. Revenons sur le contenu et les conditions des préparatifs des éperviers locaux avant ce match. La trentaine de joueurs convoqués ont effectué une séance de préparation physique, de travail tactique et de mise en place en équipe à travers un match. Le sélectionneur des éperviers locaux insiste sur la réalité du terrain, puisque selon lui, les joueurs doivent batailler pour gagner leur place. Ce n'est pas celle du match. Il y a des joueurs en entraînement, ils ne sont pas bien, mais au match, ils font de bonnes choses. Et certains, c'est le contraire. Donc moi, comme je dis, c'est le jeu du match que... Sinon, jusqu'à présent, ce qu'ils ont présenté, c'est quelque chose d'acceptable. Maintenant, vous savez, les joueurs, il y a des joueurs, le jeu du match, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Donc on verra, mais moi, je suis confiant quand même que mon groupe est quand même prêt pour faire quelque chose de bien. Ouais, c'est de préparer le CHAN. Vous savez, souvent on a du mal à avoir des matchs amicaux. Donc à chaque fois que l'occasion se présente, mais nous on la saisisse parce que si on ne joue pas ce match, je me demande quand est-ce qu'on va jouer encore notre match. Puisqu'on a fait la demande, mais on attend. Et comme nos amis béninois ont demandé le match amical, on a accepté volontairement et je crois que c'est un bon match de préparation pour nous. On a beaucoup, nos joueurs, je crois qu'ils ont beaucoup à y gagner puisque la liste n'est pas encore sortie, donc chacun essaie de gagner sa place. Et je crois que demain, ils savent très bien que la prochaine liste serait presque la liste qui va être proche des joueurs qui vont à leur chance. Je crois que demain, il y en a qui vont donner encore leur chance. Je vais voir ce qu'ils vont montrer. Ce stage de l'équipe nationale A' prend fin avec le match amical contre une sélection béninoise de moins de 23 ans, prévu ce vendredi 14 février, toujours au stade de Kégué. Oui, ils auraient pu comprendre que c'était donc le papier, le sujet d'avant ce match. Joseph, il faut retenir que pour les prochains matchs amicaux à livrer avant l'échéance continentale, les Togolais ont encore des points précis sur lesquels il fallait insister pour être au point. Je crois que voilà. L'entraîneur le sait bien de relever. C'est ça. C'est lui le technicien de l'équipe. Ouais. Alors, je crois qu'il a des cartes à jouer pour préparer l'équipe effectivement pour le Cameroun. Vous savez, c'est tout le mois d'avril, hein. On est presque en mi-février. Donc on a 2 semaines, ensuite 4 semaines pour le mois de mars. Donc ça fait pratiquement 6 semaines avant d'entamer la campagne du côté de Yaoundé ou de Douala ou de Limbé. Et je crois qu'il doit se mettre activement au travail pour pouvoir sortir une équipe compétitive pour défendre le Togo. Voilà. Et parlons à présent championnat national D2. Les différents stades hôtes du championnat national de football de 2e division seront encore sollicités ce week-end à la faveur de la 9e journée de la compétition. Dans la zone sud, le dauphin arabien est attendu à Lavier pour en découdre avec Kotoko dans le duel du haut du tableau. Le leader entendeur reçoit Tambo FC. L'étoile filante Malampoint accueille Asfosa au nord. L'AS Bina qui tient les rênes rend visite à Fouadan de Dapan. Voici le programme complet de la 9e journée avec Pascal Aflin Johnson. Une semaine après son succès 1-0, le premier à domicile cette saison devant le leader Entente 2, l'association sportive de la forêt sacrée de Baie, Asfosa, passe un autre test grandeur nature ce week-end. L'obstacle cette fois n'est autre que l'étoile filante. Même si le Shooting Star connaît des moments difficiles depuis peu, les Bleus du quartier commercial pourront compter avec le soutien de leurs supporters au stade Oscar Anthony de Béniglato pour retrouver le chemin de la victoire. Toutefois, les étoilistes ont intérêt à prendre en compte dans leurs équations le climat de confiance qui règne actuellement au sein de la famille Orange d'Ablogrammé. Asfosa rejoindrait en effet son adversaire de ce dimanche en nombre de points à condition de lui damer le pion sur ses bases. L'étoile filante est prévenue. À quelques kilomètres de là,
Le leader Entente de Dlomé est à l'épreuve de Tambou FC. La victoire semble la seule option salvatrice pour la locomotive jaune et bleue de Kodjoa Kopé-Nyekonakwe, freinée dans son élan la journée précédente. Surtout que le dauphin Arabia, positionné à un point derrière, n'attend que l'occasion idoine pour s'emparer du fauteuil. Mais tout en priant pour que l'entente ne concède un faux pas, Arabia devra s'appliquer à venir à bout du 3e Kotoko de l'Avier dans le choc de la journée. Toujours dans la zone sud, la 9e journée de la D2 met la lanterne rouge à Gaza aux prises avec le 8e espoir de Zio. Kotor de Moritan était à Guanivé pour croiser la Jeunesse Club. Dans la zone septentrionale, l'AS Bina, pour maintenir sa position de premier, devra dompter les Lions de Thône, Fouadan à Dapaon. Fouadan, un 8e inconstant certes, mais à prendre au sérieux. Le 3e Djoumbé de Mango, à la faveur des pronostics face à CDF Aknour de Bafilo. Attention tout de même à la fougue des jeunes académiciens de la Soli qui pourraient faire mal. Les autres matchs de cette 9e journée dans le Nord sont Agua, Foupa, Akusuntu, Bundia US Agmandia Ketaou, puis Kakadri Bikinti du côté de Bassar. La D1 qui est à son 16e chapitre est quant à elle ajournée ce week-end et se dispute le 19 février prochain. Première division reportée sur le mercredi prochain, ce 19 bien sûr, pour le compte de la 16e journée. Et ce week-end est bien sûr la 9e journée de la 2e division. Vous avez vu là les croisements. Entente de reçoit Tambou FC, Entente de qui a été surprise le week-end dernier par Asfosa. Il doit quand même chercher maintenant les 3 points face à Tambou pour être à une position sans inquiétude. Effectivement, il faut voir que les clubs qui ont joué les premiers rôles dans notre championnat, à savoir Agaza Dlomé, l'Entente de l'Étoile filante, Asfosa, qui peinent à sortir du lot. Vous savez, aujourd'hui, il y a du bon travail qui se fait à l'intérieur du pays. Quand vous sillonnez jusqu'à Soli, jusqu'à Sotovoa, jusqu'à Dengré, vous voyez qu'il y a des jeunes qui se donnent beaucoup plus à la pratique du football. C'est ça. Surtout, il y a des académies qui s'implantent maintenant à travers le pays et que les gens ont compris qu'il faut le développement du football à la base. Et ça commence toujours par une bonne base et je crois que les clubs qui sont dans la capitale du Togo, qui n'ont pas de pépinière, qui vont chercher des joueurs dans les centres de formation d'à côté, qui ne sont pas aussi UP et tous ces centres ne peuvent pas pourvoir à tous les clubs de deuxième ou de première division. Et que de surcroît, ces clubs n'ont pas leur propre pépinière. Vous voyez un peu, pour faire remonter les jeunes dans l'élite et tout. Et tous les clubs en souffrent. Vous voyez que par exemple des jeunes qui quittent Lomé pour aller jouer jusqu'à Kakado de Defalé, qui vont du côté de Ouamé, qui vont à Palimé, qui vont à Kara, qui vont jusqu'à Mango, à Dapaon. Vous imaginez un peu, si nous mettons les structures de base en place, je crois qu'on aura à gagner. Voilà, retour donc sur la 8e journée pour dire que l'association sportive de la forêt sacrée Asfosa a reçu dimanche sur ses installations d'Ablogamé en tant que leader de la D2 pour le compte de la 8e journée du championnat national de 2e division. Asfosa à la fin remporte le derby 1-8-0 sur les jaunes et bleus de Kodjoa Kopé-Nyekonakwe. Reportage Laurent Roumavo. Entente de Lomé aborde la partie avec l'intention de prendre le large. Asfosa, pour sa part, avait le souci de remonter au classement et surtout l'envie de remporter sa première victoire à domicile. Cette volonté est manifeste chez les joueurs de Baie, plus rapides et plus présents dans les duels, ce qui contrarie fortement Entente 2. Les deux équipes se neutralisent et rentrent au vestiaire sur un score nul de 0-0. À la reprise, Asfosa intensifie la pression et maintient le jeu dans le camp adverse. À la 62e minute, les Oranges convertissent leur occasion en but après une combinaison entre Sassou Hervé Atiougbé et Eric Laté-Lawson. 1-0 en faveur de l'Asfosa. La réaction des jaunes et bleus tarde et il faut attendre le temps additionnel de la deuxième période pour voir la reprise de Kofiché Georges sur la barre transversale du but de Nourou Mohamed de l'Asfosa. Le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Asfosa remporte ainsi sa première victoire à domicile. Une victoire qui satisfait son staff
technique. On doit payer parce qu'on connaît l'adversaire, sa capacité. Ils jouent presque le même système de jeu que nous, balle au pied, et ils vont très vite. On a donné ce consigne à nos joueurs d'essayer de les contenir parce qu'on a aussi remarqué que l'entente de Marc dans les premières minutes de jeu, ce qu'on a dit à nos joueurs d'essayer de les contenir, de les faire douter pendant les 15 et 20 premières minutes. S'ils réussissent à faire ça, on prendra le jeu à notre compte. Vous allez voir que ça a payé. C'est effectivement, on dit merci parce que les enfants ont respecté les consignes et on est heureux parce qu'on a pris les 3 points à domicile. Donc je pense qu'une fois pour de bon, on est bien lancé dans le championnat et plus jamais de défaite à domicile. Du côté de l'entente 2, le coach exprime son amertume. C'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Je suis parce que tous les aspects de ce match ne sont pas respectés. Et je suis déçu. Nous, il y a des joueurs ont failli. C'est facile de jouer la France. Moi je parle. Mais maintenant, si l'habitat n'est pas équitable, ça décourage. Contre les Cambo à sport, on va retourner. Moi je dis toujours le football c'est du travail. On va aller travailler pour relancer la machine le week-end prochain. Autre résultat dans la zone sud, Arabia 2, Koto 0. Agaza 0, Kotoko 1. JCA 1, Étoile Filante 2. Tambo 0, Espoir 0. Au classement, Entente 2 conserve la première place avec 17 points plus 8. Deuxième, Arabia 16 points plus 3. Et troisième, Kotoko de Ladier 14 points plus 2. Dans la zone nord, l'AS Bina 3, Doumbé 1. Foupa 1, Fouada 0. Bikenti 0, Agua 0. Aknou 0, Bundia 0. Agbandi 1, Kakad 1. AS Bina est premier avec 17 points plus 8. Deuxième, Kakad 15 points plus 2. Et troisième, Doumbé 12 points plus 3. Donc, alors, Joseph, tu l'as soulevé tu viens de le soulever. Les clubs de la capitale manquent de pépinières. Mais depuis, vous savez, quand vous prenez l'Étoile Filante qui a fait la pluie et le beau temps, qui a représenté le Togo en Coupe continentale, dans les compétitions de l'UFOA, dans les compétitions de zone, et qui aujourd'hui végète en deuxième division. Quand vous voyez Agaza qui a joué des coupes continentales et qui n'a pas de pépinière, vous allez faire un tour sur leur structure, ça laisse à désirer. De même du côté de la plage, quand vous faites un tour à Oscar Anthony, il faut honorer la mémoire d'Oscar Anthony qui a émerveillé plus d'un dans ce pays à travers le football. Je crois que le nouveau président, Maître Wilson, a pris le lead et je crois qu'il va changer les donnes et que l'étoile redevienne l'étoile filante d'antan qu'on connaissait. Voilà. En passant, je salue Messa Niamé, l'empereur, qui a publié un document sur la genèse du football togolais et surtout qui a parlé de l'émergence ou bien de la montée de l'étoile filante dans l'élite du football togolais. Très bien. Mais Messa Niamé, bien sûr, icône de la communication. Il faut dire. Ah oui, c'est l'empereur, vous savez, il est encore là. Mais dès mon retour, j'ai eu le privilège de lui rendre une visite de courtoisie à son domicile. Et je crois, s'il est à l'écoute, il a l'amitié du public sportif togolais. Tout à fait. Joël Messa Niamé, on vous salue. Donc, au passage, on vous souhaite un beau week-end. Un très bon week-end. Oui, voilà. Joseph, je le disais tantôt, tu es le représentant Afrique de l'UGBD, Universel Grigny Box Développement. Tu viens de nous situer par rapport à cette dénomination. Il va avoir très bientôt, du 20 au 29 prochain, les qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Ce serait à Dakar. Eh bien, zone Afrique, bien sûr. Oui, sur le continent africain, vous savez, à l'approche des Jeux Olympiques, chaque continent organise le tournoi qualificatif pour participer, surtout dans la discipline boxe. C'est la capitale Dakar qui accueille les Africains, où déjà 50 pays africains se sont engagés pour ce tournoi qualificatif, pour représenter le continent africain dans la discipline boxe à Tokyo.
au cours à l'été. Et donc, nous allons participer à ce tournoi qualificatif à double titre et je crois que les Africains vont émerger, vont présenter des bons boxeurs pour défendre les médailles africaines. Oui, les Africains, dont les Togolais, bien sûr. Ben, tous les pays s'y engagent. Le Togo aussi va participer en tant que pays affilié à la Confédération africaine de boxe, oui, à l'Association internationale de boxe. Et cette année particulièrement, c'est le Comité international olympique qui chapeaute l'organisation, parce que le continent africain et l'Association internationale de boxe traversent une situation difficile où cette année c'est le Comité international olympique qui gère le tournoi qualificatif à Dakar au Sénégal. C'est ça, et vous avez déjà eu la chance de participer à ces tournois qualificatifs par le passé. Donc pour cette édition, bien sûr le Togo va y participer comme par le passé, mais à quoi doit-on s'attendre? Quels doivent être les préparatifs au niveau, surtout des Togolais pour ne pas se prier? Ben, mais écoute, il y a déjà 6 mois, les textes qui réglementent la pratique de la boxe ont évolué, les textes ont été révisés, il y a les conditions de participation qui ont été ventilées au niveau de chaque continent, au niveau de chaque confédération. Et aujourd'hui, je crois que c'est les comités nationaux olympiques de chaque pays qui gèrent la boxe sur instruction du CIO. Et je crois qu'ils ont reçu les cahiers de charges de participation. Et les pays se sont déjà engagés pour participer à ce tournoi. Et je crois que dans chaque écurie, les préparatifs vont bon train. Voilà, c'est d'un niveau élevé. Oui, mais écoutez, dans chaque des JO, les JO, c'est dans chaque catégorie. Il y a les légers, il y a les moyens, et puis les lourds, surtout, c'est là où on rencontre plus de combats vifs et des combats très enlevés. Et quand vous voyez par exemple les Africains, comme les Nigérians, les Kenyans, les Angolais, les Ougandais, et les Zimbabwéens, les Sud-Africains, et qui présentent des poids lourds, mais il y a aussi le Cameroun qui présente aussi de très très bons boxeurs et qui vont loin dans cette compétition et qui ramènent des médailles pour leur pays. Voilà, et vous en tant que représentant de l'UIGB, quel est le lien entre vous, votre structure et cette organisation Bien, il faut dire que de 2015 jusqu'à le 15 mai 2019, j'ai contribué au développement de la boxe continentale à ma qualité de directeur exécutif de la Confédération africaine de boxe. Et juste après, je n'ai pas voulu prolonger mon contrat de 4 ans. Il faut dire aussi que j'ai d'autres projets. Ce titre de... Oui, mais aujourd'hui, à ma qualité de représentant Afrique, Universel Grenier Boxe Développement, nous avons une vision tournée résolument vers la boxe éducative, le développement de la boxe à la base, et nous tournons beaucoup plus vers le continent africain. Ça, c'est ma vision qui a été acceptée avant que je m'engage pour représenter Universel Grenier Boxe Développement sur le continent. C'est quand vous voyez les autres boxeurs, quand nous prenons l'Asie, quand nous prenons l'Océanie, quand nous prenons l'Europe, quand nous prenons l'Amérique du Sud et autres, nous sommes très loin derrière. N'est-ce pas? Et nous manquons cruellement de formation à la base. Nous n'avons pas des techniciens très très qualifiés pour l'émergence de nos boxeurs sur le continent. Vous voyez par moment où il y a des Africains, nous on applaudit, on dit ben, il a bien boxé, il a donné des coups, et il a mis peut-être son adversaire au tapis, et puis c'est son adversaire qui est déclaré vainqueur. Vous voyez, parfois on crie, on nous a triché, mais il y a des techniques qui ont évolué. Et nos entraîneurs africains, la plupart n'ont pas les qualifications de standing que l'Association internationale de boxe, qui appelle dans ses jargons one star, two star ou three star. Quand vous prenez dans le ranking international, nous n'avons pas d'entraîneur togolais qui est dans le two star ou three star.
même au niveau des juges arbitres au niveau du Togo, nous n'avons pas de classification au plus haut niveau. Et ça joue sur le développement des boxeurs. Quand nous n'avons pas de bons entraîneurs, il n'y a pas de bons boxeurs. Quand nous n'avons pas de bons juges arbitres, nous n'avons pas de boxeurs. Quand nous n'avons pas de techniciens pour accompagner le développement de la boxe à la base, la boxe ne se développe pas. Parce que les tests changent, les techniques changent et il y a beaucoup de choses qui entourent. Et surtout aussi, il faut former des médecins sportifs, des médecins spécifiques pour la boxe. Vous savez, dans la boxe, il y a les médecins, mais il y a des spécialités pour la boxe. Il y a les cattements qui sont formés spécialement quand il y a des blessures ou il y a des ruptures. C'est eux qui interviennent pour pouvoir valider si le boxeur peut continuer le combat ou pas. Donc il y a tellement de choses autour que nous, au niveau de Universal Grigny Box Développement, nous voulons accompagner toutes les fédérations nationales africaines à pouvoir revoir, à remettre tout à zéro. Nous allons les accompagner à la base, à la formation, au développement et la promotion de la boxe féminine aussi, pour le continent. Voilà. Mais vous êtes Togolais comme moi et je veux savoir qu'est-ce que vous faites pour que tout ce que vous êtes arrivé à remarquer qu'il nous manque là, pour que ça puisse arriver dans un futur très proche, pour qu'on puisse changer. Et ça, c'est notre mission. C'est pour ça que nous serons à Dakar pour échanger dès la semaine prochaine avec le président Rombo, qui est franco-béninois. Oui. Et nous allons discuter avec toutes les fédérations nationales qui vont participer à ce tournoi qualificatif parce que juste après les qualifs, il y a 3 mois de répit pour nous permettre d'accompagner chaque fédération nationale qualifiée. Et si le Togo... Et ça, c'est les qualifiés, hein? Oui, les qualifiés dans un premier temps pour aller défendre les couleurs africaines. Parce que nous, notre vision, c'est One Team for Africa. C'est ça, oui. Une équipe pour l'Afrique. Parce que il faut améliorer le rendement des médailles au niveau continental dans un premier temps. Et après le mois de mars, nous allons accompagner chaque fédération nationale, y compris même le Togo, dans l'élaboration des projets de formation. S'il faut faire venir les experts ici, nous avons cette possibilité de faire venir des techniciens pour former et les entraîneurs et les juges arbitres. Voilà. Ensuite, s'ils ont l'opportunité, avec des bourses à l'appui, nous avons l'opportunité, en collaboration avec la Fédération française de boxe, de les faire venir en France sur 6 semaines, voire 3 mois de formation certifiée. Donc, la porte est ouverte pour tous les pays africains, y compris le Togo. Le Togo, tu as le devoir de défendre. Écoutez, ça c'est la couleur togolaise. C'est ça. La preuve, je suis de passage à Lomé après plusieurs mois d'absence et nous allons nous retrouver à Dakar pour discuter de tous les projets. Et je crois fortement que le Togo va profiter de notre expertise. Tout à fait, sinon ça ne servira à rien. Mais évidemment, ça doit servir vraiment. C'est tout à fait normal de s'engager pour son pays. Même si on travaille à l'international. Qu'est-ce que nous apportons au continent africain? Tout à fait. Qu'est-ce que nous apportons à notre pays, le Togo? Oui, tu l'as soulevé, c'est pour le continent africain. Vous avez dit ceux qui seront qualifiés, ils ont encore 3 mois de suivi avec vous, bien sûr, pour pouvoir représenter vraiment l'Afrique lors des JO de 2020. Effectivement. On va souffler juste un peu le temps pour nous de nous rendre à Agoué. Samedi, sur l'installation du stade de la JCA, le centre de formation AS Nilim Foot de l'Etikopé a procédé à une évaluation de ses pensionnaires. L'objectif est d'assurer un meilleur suivi de ces éléments. Plus de précision à travers ce sujet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. 2 ans seulement après sa création, le centre de football AS Nilim Foot d'Etikopé se veut beaucoup plus professionnel. Pour ce faire, il a initié un test d'évaluation de ses pensionnaires. La première séance a pris en compte les moins de 13 ans et les moins de 15 ans. Pour être retenus parmi les meilleurs, ces jeunes joueurs ont été soumis à des épreuves. Pour pouvoir détecter les meilleurs, j'ai mis en place
des ateliers. L'atelier 1 constituait au jonglage, pied gauche, pied droit et avec la tête. Et on a un barème pour vraiment déterminer le point de l'enfant. Il y avait un deuxième atelier où le slalom 8. Il y avait un test de vitesse, 10 mètres, un test de 20 mètres. C'était bien, les enfants étaient motivés, ils étaient vraiment intéressés. Réduire l'effectif des pensionnaires en vue d'asseoir un bon mécanisme de suivi des meilleurs, cela s'inscrit dans la recherche et la culture de l'excellence. L'objectif de ce test interne, c'est de pouvoir tout d'abord réduire l'effectif qu'on a, parce que l'effectif était déjà trop. On avait déjà par catégorie une trentaine de joueurs. Et je crois qu'avec 30 joueurs et les conditions que nous avons, ça ne peut pas aller. Pour nous, c'est de pouvoir avoir un effectif réduit qu'on peut contrôler et sur qui on doit compter vraiment, quoi. Cette initiative a vu la participation des entraîneurs venus d'autres centres de la capitale et a retenu l'attention des invités. C'est une bonne initiative parce que les effectifs pléthoriques que l'on voit dans les centres là, ce n'est pas du tout en faveur d'une qualité du travail du football à la base. Voilà, on ne peut pas faire de la qualité quand vous avez 50 gamins dans une catégorie, ce n'est pas possible. Et je crois que le football est en train de grandir. Non, mais on va les encourager parce que les Cristiano, les Messi, les grands joueurs que vous connaissez qui animent le football mondial sont passés par les centres. Quand vous les voyez petits, vous n'avez pas foi. Mais quelques années plus tard, vous serez surpris. Il faut que les autres présidents de club aussi le fassent. Et je crois que je dois exhorter la fédération d'obliger les clubs de première et deuxième division d'avoir les 8-15, les 8-17 et les 8-20. Cette opération qui consiste à conserver les meilleurs n'est pas du tout une chasse aux sorcières. C'est plutôt une occasion créée pour permettre aux jeunes amoureux du football de mieux s'aguerrir. Elle n'exclut aucun enfant. D'ailleurs, les parents des pensionnaires doivent saisir l'opportunité pour mieux accompagner leur progéniture dans la réalisation de leurs rêves. Depuis que nous avons annoncé l'événement, il y a 2 mois de cela, la régularité, le travail, ça a changé. Ça a changé. Donc ça a permis le sérieux et plus de dévouement dans ce que les enfants font. Donc c'est une bonne chose. En juillet, nous allons encore organiser qui sera général. Ils ont aussi ils ont encore la possibilité de revenir. Si aujourd'hui on t'a recalé parce que tu n'es pas bon, là tu vas, tu travailles dans l'ombre et tu reviens nous prouver que vraiment on avait fait erreur en ne comptant pas sur toi. Donc je crois que nous ne serons pas frustrés. Né en 2018, le centre AS Nilem Foot de Tikopé multiplie des projets pour une parfaite réussite de ses apprenants dans la carrière du football. Après les moins de 13 ans et les moins de 15 ans, cette évaluation prend en compte pour la deuxième séance les moins de 17 et les moins de 20 ans. Les moins de 17 et les moins de 20 ans, c'est cet après-midi, toujours sur le terrain de la JCA. Le concours Graines du Togo 2020 est à sa phase régionale et le week-end dernier, Kara et les Savanes ont accueilli les équipes techniques de détection des jeunes talents en football. Intéressons-nous aux Savanes où 280 jeunes footballeurs issus de cette préfecture de la dite région sont venus tenter leur chance. C'était sur le terrain de jeu du séminaire des aînés à Dapon, comme l'a constaté Chazna Baga. Ils sont 280 jeunes filles et garçons issus de cette préfecture de la région des Savanes à s'inscrire pour cette phase régionale de la 3e édition de détection de talents Graines du Togo. Le test en lui-même est constitué de 4 épreuves. La course navette pour éprouver la vivacité et le physique des candidats, la jonglerie avec ballon et le slalom au parcours pour évaluer leur technique. Le fond de jeu de chaque jeune est aussi apprécié et noté. L'idée ici est de constituer un vivier de talent. C'est d'abord recenser les jeunes footballeurs à travers tout le pays. Ça limite le fait que les enfants, après un âge donné, commencent par changer les actes de naissance parce qu'il arrive souvent dans le football togolais, les gens à partir d'une étape essaient de diminuer leur âge pour jouer en catégorie inférieure. Les enfants étant tous fichés,
on pourra savoir si celui-ci a passé à Grain du Togo, voilà l'âge qu'il a, ceci. Ça permet aussi de savoir quels sont les talents qu'on a dans la région et on essaie de les suivre. Pour bénéficier de ce suivi, il faut d'abord passer avec succès les différents exercices. Seuls les meilleurs avec un très bon niveau sont retenus pour la phase nationale, avec à la clé la chance d'intégrer l'élite nationale de football dans ces différentes catégories. Rien que pour l'année passée, après la phase nationale, on a pu aligner 13 jeunes filles dans l'équipe nationale U20. 2 sont arrivées dans l'équipe A, sans participer aux compétitions officielles de la fédération. Au niveau des jeunes garçons, on a 5 U16 qui ont été retenus dans l'équipe U17. Nous arrivons à la phase nationale à former une équipe nationale PPN Grain du Togo. Donc on a 3 équipes, une équipe féminine et 2 équipes masculines. L'année passée, l'équipe féminine a joué contre le Centre Swallows de Lomé. Par contre, les 2 équipes de garçons, on a pu faire 2 matchs à Lomé et 2 au centre de Wafa au Ghana, où nos enfants se sont mesurés vraiment au talent de la zone pour avoir une idée du niveau de nos enfants. L'âge des candidats est compris entre 15 et 18 ans pour les filles, puis entre 13 et 16 ans pour les garçons. Les Grains du Togo est une initiative du sélectionneur des éperviers Claude Leroy qui veut constituer une pépinière pour l'équipe nationale. Merci Chazina Baga pour l'étape des savanes. À présent, l'étape de la région de Dakar avec les réactions des participants et aussi des coordonnateurs. Nous parlons bien sûr de cette 3e édition du concours Graines du Togo. Ah oui, sachez que Claude Leroy, dans sa carrière, a eu donc... Le concours a été bon pour moi parce que les choses sont bien organisées, les jeux de football et le terrain aussi est bien amélioré. Moi aussi c'est pour ma première fois de jouer sur le gazon. Et puis quand je suis arrivé ici, j'étais tellement très content d'avoir toutes ces choses-là comme ça. On a fait des bonnes passes, on a fait les jonglages, on a fait des physiques, on a fait des trucs. Quand on a joué, on a essayé de jouer et on a fait notre physique des jeux. Je trouvais que le concours a été bien passé et je voulais que l'année prochaine ça dépasse mieux. Ça s'est bien passé et je veux que l'année prochaine ça se passe comme ça. J'aimerais devenir une grande footballeuse en améliorant mon jeu. Ça s'est bien passé, on s'est bien amusé et on a bien joué des bons joueurs. Et avec l'aide de on a pu bien s'amuser. C'est un bon projet, mais si on pouvait encore l'améliorer en mettant dans chaque région, dans chaque préfecture, au moins les enfants détectés sur le plan préfectoral, de mettre les centres déjà dans ces préfectures pour que ces enfants déjà détectés, retenus sur le plan préfectoral ou bien régional, qui puissent évoluer au fur du temps. Et aussi, on verra leur performance dans 2-3 ans. Non, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Cette année, on a eu de bons joueurs et beaucoup de monde en plus. Je crois que maintenant, on va voir avec les nôtres ce que ça donne, puisqu'il y en a qui sont bien dans le jeu. Après, sur l'aspect technique et physique, on ne sait pas ce que ça donne exactement. Donc, on verra la note finale pour voir si vraiment on a eu
des bons joueurs ici. Bon, dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. On a eu beaucoup de participants par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'est une très bonne chose. Après la phase préfectorale, on a essayé de prendre les meilleurs pour la phase régionale. Là, moi je représente je suis venu juste pour la phase, pour la région de Cara. Donc je ne sais pas ce que ça donne de l'autre côté. Mais enfin, on fera le bilan après. Notre confrère Joseph Muller, nous parlions boxe avec toi, représentant Afrique de l'UGB de Universel Green Box Développement. Muller, tantôt c'était les qualificatifs de JO qui auront lieu du 20 au 29 à Dakar. On a quand même parcouru en long et à l'âge. Est-ce que vous avez un mot pour conclure, surtout pousser les Togolais à bien se faire remarquer? Il faut préciser que pour ces qualifs, tous les pays se préparent déjà. J'espère que le Togo aussi est dans le starting block pour aller défendre les couleurs togolaises. Oui. Parce qu'aller aux Jeux Olympiques, c'est très important. Ramener des médailles, c'est aussi très important pour chaque pays. Ça pointe les pays dans la classification mondiale. Oui. Et nous osons croire que arrivé sur place, le Togo va sortir les gants, comme on le dit, face à ses adversaires qu'on connaît déjà. Vous voyez, il y a les Maghrébiens qui vont venir en force, et surtout c'est le Nigeria qui vient avec une très très forte délégation. Toujours, dans toutes les compétitions, ils viennent avec une très très forte délégation. Toutes les catégories presque. Toutes les catégories confondues, y compris même les femmes. Donc vous imaginez le Nigeria qui va placer au moins 5 à 6 boxeurs au haut niveau dans toutes les catégories. Ils vont sûrement revenir avec des médailles. Mais si on y va avec beaucoup de boxeurs, on a plus de chances de ramener des médailles. Voilà, comme on le dit, l'impossible n'est pas togolais. Le Togo aussi, quand même, a une renommée en matière de grands noms de la boxe africaine. À l'instar de. Bon, même s'ils sont plus à vie, mais ça n'a pas le goût comme ça. Ah oui, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, bonne chance. Bonne chance aux pugilistes togolais. C'est ça. Mais on se donne rendez-vous à Dakar très bientôt. Déjà la semaine prochaine. Voilà, oui, c'est du 20 au 29. C'est très proche déjà. Effectivement. C'est ça. Oui, alors, j'ai annoncé aussi en début d'émission, il y a aussi un gala de boxe France-Afrique qui tiendra au Cameroun cette année 2020. Oui, là, vous êtes aussi partenaire de l'organisation, l'UGBD, bien sûr. Bien sûr, déjà le mois de décembre dernier, nous avions paraphé un protocole d'accord avec le président de la Fédération camerounaise de boxe, Bertrand Mendunga, qui est un ITO, il est technicien supérieur dans l'organisation de la boxe auprès de l'Association internationale de boxe. Et le mois de novembre est retenu pour cet événement qui est beaucoup plus axé cette année 2020 sur la promotion de la boxe féminine. Pourquoi la boxe féminine au niveau du continent? Parce que par le passé, la médecine n'a pas vraiment confirmé que la pratique de la boxe par les femmes était possible. Est possible ou facile, mais je vous assure que la médecine a certifié que la pratique de la boxe par les femmes ne présente aucun danger pour les pugilistes dames. Donc nous pensons que au niveau de l'Universel Green Box Développement, faire la promotion de la boxe féminine sur le continent, la formation à la base en plus. Donc au Cameroun, en marge de ce gala qui va rassembler les pays africains dans toutes catégories confondues, nous ferons part aux dames et surtout dans la formation des juges arbitres femmes et des entraîneurs femmes pour permettre aux Africains de continuer la formation des femmes sur le continent, avec notre accompagnement bien sûr, pour assurer la relève. Très bien. Et qui sont les invités à ce... Bon, pas les invités, nous avons lancé
des conditions de participation pour chaque fédération nationale. Ils viennent toujours nombreux. Et je rappelle que pour 2020, c'est la 9e édition. Ce n'est pas la toute première édition, c'est la 9e édition que le Cameroun va abriter au Paposi, à Yaoundé, une salle que nous connaissons déjà, qui a abrité en 2016 les tournois qualificatifs pour les JO Rio 2016, où nous avions eu à coordonner aussi dans ce tournoi. Et je crois que les Africains vont s'engager véritablement. Après juste le tournoi qualificatif et l'événement phare qui est Tokyo 2020, l'activité qui va retenir les Africains dans la discipline boxe, c'est le gala France-Afrique spécialisé et dédié pour la promotion de la boxe féminine sur le continent africain. Voilà, et ce gala, vous l'avez dit, vous voulez mettre un peu l'accent sur le genre, mettre les femmes, permettre aux femmes de se donner davantage dans cette pratique. Bien sûr, quand vous voyez sur le continent, vous allez suivre l'événement qui va se passer à Dakar, au Cameroun, vous allez voir que les juges arbitres, il n'y a pas assez de femmes. Il y a moins de femmes. Parce qu'il n'y a pas l'accompagnement de reconversion vers les juges arbitres pour faire comprendre que vers l'arbitrage ou le coaching par les femmes. Une fois le cap de l'amateurisme dépassé, elles se rangent, y compris aussi les hommes amateurs qui n'ont pas de débouché professionnel. Nous offrons cette opportunité dans l'accompagnement, dans la formation, dans l'orientation vers le professionnalisme. Donc le gala France-Afrique qui a sa 9e édition va mettre l'accent sur le professionnalisme. Nous allons accompagner les fédérations nationales africaines à donner une vie aux boxeurs africains amateurs qui ont rangé leurs gants, de revenir sur le ring et d'opter pour une formation vers l'arbitrage ou le coaching ou des organisateurs de compétitions de boxe, en apprenant les bonnes techniques et en s'appropriant les nouveaux tests qui régissent et qui réglementent la pratique de la boxe au plan international. Là, nous parlons du standing, le standard international qui régit la pratique de la boxe au niveau de l'association internationale et qui est aussi affilié au comité international olympique. Donc je crois que la maîtrise des tests, la connaissance des techniques et l'orientation permettront aux Africains d'émerger. Vous allez être surpris quand vous voyez par exemple les désignations pour les juges arbitres au niveau du tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. La plupart sont des Asiatiques, des Européens ou des Américains. Rares sont les Africains qui officient à ce haut niveau. Il faut avoir le Tri-Star, la classification internationale, pour pouvoir être désigné. Vous imaginez un peu. Donc l'Afrique est sous-représentée et là, nous manquons plus d'opportunités d'aller de l'avant. Et nous, ça c'est notre vision à nous, ça c'est notre challenge aussi. Et voilà, et ce gala, comment ça se déroule? Le gala se déroule dans toutes les catégories, y compris les femmes. Les pays s'engagent à venir sur le tournoi. C'est les tournois qui donnent des médailles, des trophées et aussi des ceintures. Et vous ne revenez plus pour remettre les ceintures en jeu. Nous faisons la promotion. Ça veut dire que les boxeurs qui viennent, ils doivent aller jusqu'en finale pour ramener chez eux des ceintures ou des trophées ou des médailles. Donc voilà. Voilà, et c'est sûr, le point qu'on avait évoqué, c'était encore important, vont s'en sortir facilement ceux qui ont les moyens de préparer bien cette compétition. Ben, écoutez, si vous préparez bien une compétition, l'excellence n'a pas de... Est-ce que vous êtes conscient qu'il y en a qui sont déjà exclus? Même si vous participez, il y a des pays, bien des boxeurs qui sont déjà, ils n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir. Mais quand vous ne participez pas à des compétitions, par exemple, si nous prenons un round de 3 minutes par exemple, si vous ne pouvez pas tenir dans un combat de 3 rounds de 3 minutes qui fait 9 minutes, et
aller jusqu'en finale, ça veut dire que vous devez passer au moins jusqu'à 3 combats. Vous voyez un peu. Si nous prenons le plan professionnel sur la boxe pro, donc il faut être combatif. Et là, il faut avoir un bon entraîneur, bien se préparer, avoir des chaussures adaptées, avoir des gants adaptés, savoir enfiler ses bandages. C'est toutes les techniques. Et savoir maîtriser ses mouvements sur le ring, savoir aborder son adversaire, savoir maintenir sa garde, sa défense, etc. Il y a beaucoup de techniques dans la pratique de la boxe. Donc, si vous manquez de tout ça à la base, je suis désolé. À votre niveau, déjà, au niveau de l'UGBD, vous avez déjà une notion des gens qui sont bien calés dans la matière. Qui bien sûr, il y a des pays. Mais vous ne pouvez pas la voir aux autres qui veulent aussi venir, même s'ils sont. Bien sûr, c'est pour ça, vous voyez, à marge de tout ce que nous organisons pour des boxeurs qui sont qualifiés après le ranking, nous tenons compte des rankings par catégorie. Ensuite, la santé des boxeurs. C'est après la pesée qu'un médecin peut certifier que ce boxeur est apte à boxer. Vous voyez un peu. Donc, moi, il y en a qui arrivent mais qui sont recalés. Bien sûr. Imaginez par exemple si vous êtes dans le poids lourd ou bien plus 90 kilos par exemple et on fait la pesée et que vous êtes moins et plus. Vous voyez, c'est régi, c'est une discipline qui est très structurée, que les médecins sont très pointueux sur ça. Tout à fait. Ouais. Voilà, on revient tout à l'heure, le temps pour nous de nous rendre à Agoué et l'Avagnon, où les sportifs du week-end qu'on trouve partout dans différents coins de la capitalité. Dimanche, dans ces quartiers, ils sont organisés pour jouer un match amical. On va voir ce que cela donne. Sur le terrain de jeu de leur quartier, les jeunes réunis au sein de l'association des jeunes dynamiques d'Agoué et Lavagnon, à JDAE, se sont retrouvés pour leur pratique sportive habituelle. La séance de ce dimanche matin est consacrée au football. Scindés en 2 équipes, ils ont livré un match. Un jeu de petits poteaux de 2 fois 45 minutes. Les remplacements sont illimités pour permettre à chaque membre de l'association de jouer. Cette rencontre hebdomadaire a sa raison d'être. Chaque dimanche, nous les jeunes du quartier, on s'est dit non, pourquoi et les dimanches, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit non, chaque dimanche, il y a 7h ou bien 6h30, on se regroupe pour jouer. Et comme nous sommes une association, on s'est dit non, dans l'association, il faut qu'on organise des matchs où en tout le monde on commence par faire des entraînements. Notre association a pour objectif principal de pouvoir aider les enfants au niveau de l'éducation, aider les enfants démunis, aider les femmes, les veuves et en plus faire en sorte que le quartier soit propre à chaque fois. Le jeu demande beaucoup plus d'énergie, certes, mais l'on y prend du plaisir. J'ai joué dans différentes équipes, genre pas de grandes équipes, mais des équipes de quartier. Quand j'étais au lycée Tocoin, quand j'allais à Agoué, au lycée Agoué aussi. Donc j'ai joué un peu partout, mais ici on se côtoie tous les jours, on a une amitié. C'est pas que le football, après le football on se retrouve à la maison, on mange ensemble, on fait des trucs ensemble, donc c'est pour ça qu'il y a cette harmonie. Il n'y a pas de blessure, on essaie d'éviter les blessures pour que chacun se retrouve à la maison sain et sauf. Ah ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Au-delà de la pratique sportive, ces jeunes sportifs mènent des actions pour le développement de leur quartier. Nous sommes une association politique. Nous essayons de prôner dans la salubrité de nos quartiers, pourquoi pas aller un peu plus loin dans les autres quartiers et surtout dans l'éducation de nos petits frères qui sont dans les quartiers également. Nous savons déjà que nous sommes petits, mais si Dieu le veut un jour, on serait grand et nous envisageons beaucoup de choses. Par exemple, aller un peu plus loin dans les villages, surtout dans l'éducation. Et actuellement même, nous avons tous les 3e samedis du mois, nous faisons des entretiens dans nos quartiers d'abord et nous essayons de voir ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Après le terrain de jeu, comme à l'accoutumée, membres et sympathisants de l'AJDAE se sont retrouvés pour définir les futures actions à entreprendre en vue d'atteindre les objectifs assignés à leur association.
Mais Joseph, il est toujours bon d'appartenir à des clubs du genre. Hein? Ben, mais écoutez, vous serez peut-être surpris. Hein? Moi, je suis dans le monde humanitaire aussi, à part le sport. Bien. Et nous l'avons fait ailleurs, même ici au Togo. Vous savez, je suis le président du conseil d'administration de Lumière et Vie Association, avec un bureau de coordination à Paris. Et nous avons notre siège social à Lomé, ici au Togo, où nous travaillons depuis 3 ans. Et nous accompagnons les démunis, vous savez, je suis dans aussi pour le sport, dans le développement communautaire. Voilà. Donc, au-delà du sport, c'est l'humain qui est au centre de nos préoccupations. Voilà, c'est ça qui est à féliciter pour moi. J'encourage vivant. Moi, j'ai commencé ça très petit dans notre quartier. Ceux qui me connaissent, ils savent que nous prenons des balais pour arranger nos quartiers dans le temps, enlever les ordures et autres là. Et aménager notre environnement, c'est contribuer pour notre propre santé. Voilà. Et parlant de la boxe, tu vois qu'il faut aussi que les boxeurs se retrouvent aussi les samedis matin. Bien sûr, il y a l'hygiène humaine, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire. C'est très très important. Dans la pratique sportive, il faut la pratique de l'hygiène. C'est très important. Si vous n'entretenez pas votre corps, vous serez malade. Un sportif doit être toujours compétitif en tout temps et à tout moment. Très bien. Et revenons donc à notre sujet, le développement de la boxe féminine qui doit être au cœur du gala de boxe France-Afrique-Cameroun 2020. C'est quand déjà l'événement? C'est le mois de novembre. Le mois de novembre 2020, où nous allons nous retrouver tous au Paposi à Yaoundé. Et en marge de ce gala, il y aura beaucoup de formations, beaucoup de séminaires, d'édification et surtout d'orientation pour les présidents des fédérations nationales africaines, surtout. Ça, c'est notre mission. Pour la promotion et le développement de la boxe sur notre continent. Voilà, vous conviez quand même les Togolais à venir bien sûr, bénéficier des c'est ouvert pour tous les pays. Voilà. C'est ouvert pour tous les pays. Voilà. Est-ce que vous avez vérifié sur votre fichier si le Togo a déjà... Bon, nous avons lancé l'information depuis le mois de décembre, dès la signature du protocole d'accord avec le président de la Fédération Cameroun de boxe, Bertrand Mendonga. Nous avons lancé l'invitation à chaque fédération nationale. Pour le moment, il se concentre sur les préparatifs pour le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est juste après le mois de mars, ils vont s'engager pour le mois de novembre, qui rend encore plus visible la participation africaine, qui donne l'opportunité aux boxeurs qui sont amateurs, qui sont en fin de carrière, de pouvoir émerger et avoir d'autres orientations, soit devenir des entraîneurs ou des juges arbitres ou des techniciens de gestion des combats et de compétition. Voilà. Tu dois être informé que la boxe féminine n'est pas tellement développée au Togo. Non, mais ça, je le savais depuis, parce que j'ai eu l'opportunité de voyager avec l'équipe togolaise, que ce soit au Maroc, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo-Brazza et dans d'autres pays. En Guinée, le Togo n'a jamais présenté des boxeuses. Et je crois que le management qui gère la boxe togolaise doit penser à ça. À côté, au Ghana, ils viennent avec beaucoup de boxeuses, le Nigeria, le Bénin, même le Burkina, la Côte d'Ivoire à côté qui émerge avec la boxe féminine. Je crois qu'il faut un travail de fond pour encourager les femmes à venir à la boxe. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a les jeunes filles qui veulent quand même, mais qui commencent, sauf qu'elles n'atteignent pas un niveau aussi... Mais c'est l'accompagnement. C'est pour ça que nous prenons le développement de la boxe à la base. C'est ça. Nous parlons du développement à la base. Parce que mettre les moyens... Mais pas forcément des gros moyens. Pas forcément des gros moyens. Il faut inculquer la boxe éducative. Voilà. Comme le football, comme des projets de développement à la base, le handball, le tennis, le basketball. Si nous développons tout ça dans nos disciplines sportives à la base, au collège et au lycée,
je crois que les jeunes vont se donner aux disciplines sportives. Vous savez, c'est les sports individuels qui ramènent plus de médailles. Hein. C'est les sports individuels qui ramènent plus de médailles. C'est difficile pour une nation d'aller ramener une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. Mais dans d'autres disciplines, c'est facile de ramener des médailles ou des coupes. Le sport individuel, c'est tout. Voilà, le sport individuel. Je crois que nous avons besoin de communiquer, de partager ces informations et permettre à chaque fédération nationale de mettre les moyens et avec notre accompagnement et l'expertise, arriver à faire mieux. Tout à fait. Michel, on revient tout de suite. Le temps pour nous d'enchaîner toujours avec le football et qui rime cette dernier temps avec la non-violence, puisque nous sommes en période électorale. L'équipe B de l'association des conducteurs routiers de Orlando a bien entamé samedi à la plage de Lomé la première édition du tournoi Préservons la paix et la sécurité lors de la présidentielle 2020, ce en disposant à l'ouverture du club NTZ de Zongo, tir au but 6 tirs contre 5, un but partout à la fin de 2 fois 35 minutes. Organisée par l'association des conducteurs routiers de Orlando, la compétition qui prendra fin le 19 février prochain vise à sensibiliser sur les idéaux de paix et de sécurité. Tiens, et puis tout bas pour nous en dire plus. Pour contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité lors de la présidentielle 2020, l'association des conducteurs routiers de Orlando n'a trouvé mieux qu'un tournoi de foot à 8. Une compétition ouverte à la plage de Lomé par le Duel Hirondelle, l'équipe B de Orlando en blanc et noir et NTZ de Zongo BTCI. Duel pris au sérieux par les blancs et noirs de Orlando qui, après plusieurs tentatives, ouvrent le score dès la 9e minute sur penalty transformé par Agbodjan Pochi. Après cette ouverture de score, les Hirondelles qui savent bien qu'un seul but ne garantit pas la victoire déploient leurs ailes pour additionner, mais en vain. Pendant ce temps, NTZ aussi guette la moindre faille pour égaliser sans succès. La pause intervient sur ce score d'1 but à 0 en faveur des Hirondelles. De retour, NTZ voit ses efforts couronnés de succès à travers cette égalisation signée Elbidio Zarif suite à un corner à la 66e minute. Les pendules qui sont maintenant à l'heure le resteront jusqu'au coup de sifflet final. Un but partout, score qui renvoie de facto à l'épreuve des tirs au but, à l'issue de laquelle Hirondelle réussit 6 tirs contre 5. On devait tuer le match en premier mi-temps, mais nos attaquants n'ont pas été à droit. On a beaucoup raté, donc c'est ça qui nous a tenu en deuxième mi-temps, mais grâce à Dieu, au tir au but on a gagné. On va aller à la finale pour rapporter la coupe. Notre président a organisé ce tournoi pour la sécurité et la non-violence. Donc ça nous a plu. Nous aussi, on a respecté cette condition. Nous sommes c'est pas encore la fin du monde. Le jeu continue. Nous sommes pour la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, surtout à cette période de joute électorale, deux fondamentaux auxquels est très attachée l'association des conducteurs routiers de Orlando, organisatrice de la compétition. Vous savez que nous sommes dans une période des élections au Togo et que notre paix et notre sécurité qui nous est très chère à travers les membres de l'association des conducteurs routiers de Orlando, nous voulons leur faire passer ce message pour que quand ils vont rouler avec leurs passagers, de bouche à oreille, ce message n'a qu'à aller loin, plus loin, pour que nous préservons cette paix et cette sécurité. Avant l'entame du tournoi, le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Barago Baramna, a rappelé ô combien il est vital de sauvegarder la paix et la sécurité avant, pendant et après toute élection. Ce tournoi s'est poursuivi dimanche avec les matchs Lidor Royal remportés par Lidor 2-1 et Orlando Ajas qui a souri à Orlando 1-0. En attendant, le duel canonnier Diazo du mercredi 12 février pour compléter le carré d'As, Lidor, Orlando et Hirondelle sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales prévues samedi 15 février. La finale se joue le 19 du même mois. Le sport roi, toujours le sport roi qui a fait parler encore de lui samedi dernier, c'était dans la préfecture de Zurich. La ville de Thierry a abrité le lancement du tournoi de la Fraternité édition 2020 organisé par le mouvement des jeunes unis de Zurich, MJU Zurich. Cette compétition vise à rassembler toute la jeunesse de Zurich autour des valeurs de paix et de vivre ensemble. C'était au stade Dr Carlo de la ville, l'étape des éliminatoires avec Sergine Raimondo.
Le stade Dr Kaolo de Tchévié est bondé de jeunes. Chaque équipe représente un des 28 quartiers de la ville de Tchévié. Leur objectif, remporter le tournoi de la fraternité édition 2020. Compétition dont le coup d'envoi est donné par le préfet de Zio et Tchèque Kadevi. C'est parti pour une semaine de jeu, de fair play pour consolider l'unité entre fils et filles de Zio. C'est une très bonne initiative. Ça nous permet de rester ensemble. Ça permet aussi de détecter des talents. C'est une initiative qui favorise surtout la fraternité. Nous avons choisi le sport roi qui est le football afin de rassembler autour de nous toute la couche de la jeunesse de Tchévié en particulier et en général toute la population de Tchévié. Je voudrais appeler toute la jeunesse de Tchévié et toute la population de notre grande préfecture du Zio à fraterniser, à pouvoir se connaître davantage. Nous espérons que ces promotions de ces valeurs cardinales que sont la paix, que sont la fraternité, l'amour du prochain, le vivre ensemble, pouvoir rentrer dans les oreilles attentives. La compétition se dispute sur 7 stades avec 28 clubs répartis en 7 poules de 4. Logés dans la poule B, les formations de Didomé, Danyi, Etchiavi et Wuto Akapokonji s'affrontent sur le stade Dr Kaolo. Ils ont livré au total 6 matchs de 2 fois 15 minutes pour prendre la tête de cette poule. Le dernier affront de cette journée, consacré aux éliminatoires, a opposé Danyi de rouge vêtu à Wuto Akapokondi en noir. Au terme d'une lutte âpre, les rouges parviennent à se classer devant les noirs d'Akapokondi en les battant 2-1. Le tournoi se poursuit avec les quarts de finale et la finale qui se disputera le 15 février prochain. Rappelons que cette finale est reportée sur mercredi 19 février prochain. Le club AGA de Difakota dans le canton de Bé a remporté la 3e édition du festival de football de la paix et de la non-violence le week-end dernier au stade du 27 avril de Difakota. La finale disputée face à Unisport de Kanikopé, AGA l'a remporté au tir au but 3-2. Le temps réglementaire étant soldé par un score nul et vierge. Pascal Aflim Johnson. Au bout de 2 jours de débauche d'énergie sans trêve, il était temps pour la 3e édition du festival de football de la paix et de la non-violence à Bekota de se trouver un champion. Il fallait choisir entre AGA de Difakota, en maillot rouge et jaune, et Unisport de Kanikopé, habillé en jaune. Un choix difficile vu qu'aucune des deux équipes n'a voulu lâcher prise. L'on assiste dès les premiers instants de la partie à quelques initiatives sans grande conviction ou à des velléités qui manquent de peu la cible. La première période expire donc sans le moindre but. Bis repetita au cours de la seconde moitié du match. Bien que le match soit assez engagé, la vigilance de défense contraint les deux formations à un jeu stérile. C'est enfin lorsqu'arrive le moment de la séance des tirs au but que l'équipe d'AGA se décide à prendre les devants. Elle s'impose alors 3 tirs contre 2. Tout comme l'équipe victorieuse, le promoteur est comblé par l'issue du festival. Je suis tellement ravi concernant le festival. Les gens sont sortis, le message de paix est passé. Malgré qu'on n'a même pas eu les forces de l'ordre, mais ça a été bien passé, dans la tranquillité. La paix et la non-violence, l'on n'en parlera jamais assez. C'est une belle initiative. Le jeu est bien posé dans les deux équipes. Nos adversaires aussi n'ont pas démérité, mais on est plus fort que sans la paix. Je crois que rien ne peut évoluer. Donc ce message, c'est dada qu'on doit le passer avec nos frères, nos voisins et puis nos collègues qui sont à la maison. Quand on est en paix, on peut vaquer à toutes nos occupations. Donc l'idée est la bienvenue, surtout qu'on est au début de la campagne présidentielle. Il faut cette sensibilisation pour que le public sportif, le peuple togolais, se retrouve en cela, de telle sorte qu'après les élections, que tout le monde se retrouve en paix. Le festival de football de la paix et de la non-violence à Bekota a reconnu et récompensé le mérite des meilleurs pour clôturer le bal.
Donc après Bekota, le comité d'organisation du Festival de la non-violence et de la paix en période électorale avec à sa tête Togbe Charles Aklodessi a déposé ses valises à Zébé dans la ville d'Anéro où a démarré ce samedi matin la compétition. Elle réunit 12 clubs venus de la ville d'Anéro et de 16 environs scindés en 2 poules de 6. L'étape d'Anéro prend fin demain dimanche 16 février avec la finale dans l'après-midi à partir de 15h sur les installations du Lisa lycée de Zébé. Le public sportif y est convié. Un match amical de football a mis aux prises une sélection des forces armées togolaises à l'amicale sportive de la préfecture de l'Abina samedi 1er février dernier sur le terrain de l'état-major à Aguanivé. La partie a été l'occasion de renforcer les liens d'amitié entre civils et militaires a été remportée par les corps habillés sur le score de 3 buts à 0. Retrouvons Pascal Aflim Johnson. D'un côté des militaires et de l'autre des civils. Ensemble, autour du cul rond, ils ont semé les graines de la cohésion et de la bonne entente. Ça se passe entre une sélection des forces armées togolaises habillées en rouge et l'amicale sportive de l'Abina en bleu. Les militaires n'ont pas mis longtemps avant de trouver leur marque. L'emprise des rouges était si forte qu'ils ont réussi à scorer à 2 reprises dans le premier quart d'heure. Les ressortissants de l'Abina sont à la peine et ne parviennent qu'à éviter la correctionnelle au terme des premières 45 minutes. Les Bleus de l'Abina semblent réagir mieux sans pour autant réduire le score en seconde période. Ce sont plutôt les corps habillés qui concluent par un 3e but à la 81e minute, le travail entamé en première période. 3-0 en faveur des militaires, mais la véritable victoire pour les deux camps est dans l'esprit de fraternité. Nous avons choisi les militaires parce que nous savons que nous sommes dans une période sensible. Nous savons qu'ils sont là, ici, et ils ont besoin aussi de vivre le foot. Et ils ont aussi envie de courir et nous avons choisi les militaires pour essayer de développer la cohésion entre les militaires et les civils. Nous avons l'habitude d'organiser ce genre de match. Nous jouons souvent contre les journalistes et les gaillards, plusieurs équipes civiles. Et nous allons continuer toujours dans cette lancée pour créer une amitié et une fraternité entre les militaires et les civils. Nous sommes très satisfaits de ce match. Comme d'habitude, nous avons vu que le fair play a beaucoup régné dans le match. Et puis, ce que nous espérons, c'est ça que nous avons vu. L'aventure sportive entre civils et militaires en ce premier jour du mois de février 2020 a pris fin avec une 3e mi-temps bien assaisonnée, histoire pour chacun de récupérer les calories brûlées lors de la débauche d'énergie. Pour la première fois, l'AS Canonnier de Bogan accède à une finale et la remporte. Il s'agit là de la finale du tournoi Happy New Year. Trophée James Kunake et c'est en battant au tir au but 5 tirs à 4 le club Morning Star de Bobole Kopé, un but partout à la fin du temps réglementaire de cette finale, suivi de bout en bout par notre confrère Piotba. Disparu le 29 août 2019, le confrère James Kunake a son ombre qui plante toujours dans son fief sportif du canton de Baguida, plus précisément de Vego, où le tournoi Happy New Year a été dédié à sa mémoire. Compétition qui a rassemblé 12 clubs, parmi lesquels ces 2 finalistes, AS Canonnier de Bogan-Lambou en jaune, dont c'est la première finale, et Morning Star de Bobole Kopé, un habitué des ultimes étapes. À vue de victoire, les canonniers chargent les premiers et ratent leur cible. Puis Morning Star réplique sans convaincre. Ce jeu de ping-pong se poursuit quand les premières 45 minutes s'épuisent. À la reprise, quelques secondes, 38 exactement, vont suffire à l'AS Canonnier d'ouvrir le score grâce à Akakpo Amévi-Landre. À fond que Morning Star finit par laver à la 65e minute sur ce coup de tête de Kodonou Emmanuel. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, les 2 finalistes vont se séparer à un but partout pour répondre à l'appel au tir au but de l'arbitre Keme Kossivi. L'AS Canonnier s'en sort alors avec 5 tirs contre 4. On vient de gagner une compétition, voilà, la première édition du tournoi, James Kunake paie à son âme. C'est une grande joie qui m'anime ce soir parce que
on vient de gagner pour la première fois. AS Canonniers a remporté une finale. L'autre fois, c'est la cohésion entre nous, les partenaires. Ils n'ont pas démérité, ils sont au point, ils ont quand même bien joué. Et on peut dire que c'est la chance qui était de notre côté et on a gagné parce que c'était un adversaire de taille. L'AS Canonniers de Kougan s'est adjugé la plus grosse mise, certes, mais le vainqueur est resté la mémoire de feu, confrère James Kounake. Nos attentes sont comblées, il faut le dire, nos attentes sont comblées de temps puisque le football s'est déroulé dans le calme, il n'y a pas eu de force de l'ordre, mais le football s'est déroulé dans un calme total, il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de tohu-bohu des deux côtés. Il y aura certainement une deuxième, une troisième, une énième édition, puisque James Kounake c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour ce canton, qui a beaucoup travaillé dans le football à la base. Donc nous ne pouvons pas laisser cette compétition mourir comme ça. C'est pourquoi nous avons nommé ce trophée James Kounake première édition. Certainement il y aura une seconde, une deuxième, une énième édition. Le jeu, non, c'était plaisant. C'était du beau football. Et ça rentre dans mes actions futures, puisque je dois mettre en place très rapidement une équipe communale. Une certification totale. Vous savez, j'étais lié à M. Kounake par le travail qu'il faisait sur le terrain. Ce que je viens de voir ce soir, ça me rassure. Ça me rassure du travail qu'il a fourni sur le terrain. À la fin, tous les acteurs ont été récompensés, les meilleurs gardiens, buteurs, joueurs, le finaliste Monista et le vainqueur AS Canonniers. Merci. Merci beaucoup. Devego, revenons sur ces plateaux avec notre confrère Joseph Miller. Joseph, voilà, le football qui rime ces derniers temps avec la culture de la non-violence ou le rappel des valeurs qu'il faut inculquer en période électorale. Moi, je l'ai toujours dit, no action, no vision, no vision, no action. Comme on dit, s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'action. Voilà. Mais l'autre chose que j'aime l'habitude de répéter, c'est que we don't need speech, we need actions. On n'a pas besoin de discours, nous avons besoin des actes. On n'a pas besoin d'attendre ces moments pour organiser des événements circonstanciels. Et après, on range au placard et on continue. Il faut que ça soit dans nos quotidiens, dans notre maison, dans nos quartiers et sur nos lieux de travail. Et la courtoisie, on ne l'achète pas au marché. Il n'y a pas seulement le temps pour ça. C'est une culture de vie, oui. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces circonstances pour faire le tapage autour de ça. C'est un truc de tous les jours. Non, mais c'est une vie au quotidien qui inculque ça. Donc, moi, j'apprécie à juste valeur, mais je veux les voir à l'épreuve et pour me dire, pour me convaincre qu'après ces moments de circonstances, que c'est dans leur quotidien. Moi, quand je vois dans la rue quelqu'un qui s'insulte, qui insulte l'autre juste pour un mauvais comportement dans la rue, c'est ce qu'il faut. Il faut partager le bon sens de vie. C'est ça. On n'a pas besoin de ces tapages de circonstances pour véhiculer un message de société. Oui, Joe, c'est que c'est des rappels. Les pédagogies, comme déjà en la matière, il faut les rappeler ça. C'est juste un petit rappel. En tout cas, on dit que c'est pédagogique, mais c'est ça. Au-delà de la pédagogie, il faut aller aux actions. C'est le vivre au quotidien. C'est ça. Voilà, Joe, je rappelle, tu es représentant Afrique de l'UGBD, Université de Grigny Box Développement. On a parlé tantôt des qualificatifs du JO Dakar. Du 20 au 29 février prochain, et puis aussi de ce gala de Box France Afrique Cameroun en novembre. Et voilà, on a défini tout ce qu'il y avait autour. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Juste dire merci aux télésportifs et surtout souhaiter bonne chance au Togo qui participent à ce tournoi qualificatif et que nous allons les retrouver très très bientôt du côté de Yaoundé. Et je crois que notre accompagnement, notre expertise apportera un plus et ça serait de notre part notre contribution.
Merci Joe. Ainsi prend fin notre rendez-vous de ce samedi. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. C'est le week-end. N'oubliez pas de pratiquer votre sport préféré. Du judo, le Grand Prix d'Abu Dhabi pour votre détente. Bon après-midi à tous et surtout bon week-end à tous. Et à vous particulièrement, les arbitres de la Socra d'Ifa Côte. Au revoir. Allez, attention, le coup de cheville, droit pied. Ah, ça commence fort, hein. Ça va vite. Allez, oh là là là. Vous le disiez Antoine, hein. Regardez Jean ça. Il fait pas dans la dentelle. Hein. Ah, très impressionnant pour ce premier combat. Ça a été très très vite. Donc c'était le combat de quart pour Ricardo Evangelista. Grâce à cette victoire expéditive, il se qualifie pour les demi-finales. Et il va arriver frais en demi-finale, on peut le dire. Ah oui, là ça a duré 10 secondes. On va revoir. Ah oui, c'est l'initiative hein, qui en a la garde. Et tout de suite le contre, hein, voilà. Sans complexe, hein, Ricardo Evangelista est parti en arrière, sur la cheville. Parce que c'est vrai que c'est rare comme ça de partir, comme ça, d'entrer dans un combat, partir sur le dos pour tenter une clé, c'est dangereux, mais bon. Je pense qu'il avait confiance en sa technique et en sa puissance. Puis on voit quand même un gabarit impressionnant. Hein, en plus de la technique, avec la puissance sur le pied, on doit vite taper. Hein. Ah, oui. On va retourner dans le tournoi des moins de 94 kg, non pas pour la finale, mais pour la troisième place. On va retrouver donc les deux hommes qu'on a vus en action précédemment, qui sont tous les deux inclinés contre Gustavo Batista. Il s'agit d'Anton Milenko et Adam Wardzinski. Ah, ça nous fait des beaux combats, hein, Antoine. Hein. Là même, là justement, c'est ça qui est intéressant, c'est quand le niveau est haut comme ça, chaque combat est intéressant et technique. Fight. Allez, c'est parti pour 6 minutes. Wardzinski en kimono blanc et Milenko en kimono noir. Et Milenko tient la garde. Attention, Wardzinski qui ménage de l'intérieur, c'est de passer. Milenko qui essaie de remonter, mais Wardzinski l'a senti arriver. Et c'est Wardzinski qui tire en la garde à son tour. Et c'est bien fait, renversement Wardzinski. Il excelle. Et il a récupéré la jambe. Bien défendu par Milenko. Ah, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Les crochets de l'arrière inversé, crochet en dessous, tentative de renversement de Wardzinski, il est placé. Hein. Et attention, ouais, il est fort, sa position. Il est très à l'aise en travail comme ça, demi-garde avec Louis Papillon, le crochet en dessous. Voilà, je le disais, son spécial. Hein. Wardzinski, voilà, dès qu'il a le crochet en dessous, généralement, il renverse. Et là, effectivement, s'il retire ce crochet qui passe, il ne pourra pas presque prendre la montée, hein, Gilles, il faudrait pousser le genou. Non, mais là, il y a quand même le crochet de Milenko qui reste en défense. Ouais, on le voit, hein, il voudrait bien passer par-dessus le genou, mais c'est dangereux. Parce que Milenko peut aussi renverser, on le voit là, il a un travail sur la jambe. Voilà. Il contrôle une jambe avec le bras. Ça, il est passé par-dessus la jambe. Ouais. Et finalement, il y a trop d'espace là, voilà, il y a trop d'espace pour passer. Attention, Milenko qui contre en clé de jambe évidemment. Ouh, il récupère. Et voilà, bien fait là pour Milenko. Ça commence fort. Hein. Et on le voit, attention, hein. Toujours le crochet Wardzinski, garde papillon. Il se replace sur la jambe Wardzinski. Ouais, renversement, ou alors c'est Milenko qui est parti aussi en même temps vers l'avant. Ah, j'ai l'impression qu'il est parti tenter quelque chose. Exactement. Et je pense que Wardzinski va peut-être en profiter. Ouais. Allez, debout. Et Milenko qui essaye de projeter, là, mais bon, bien défendu Wardzinski. Stop. Voilà, l'arbitre qui est un témoin rencontre, je pense qu'il va leur demander de remettre leur kimono en place. Et on pourra repartir tout de suite. Ah, pour l'instant, combat très serré, hein, Gilles.
Allez. C'est Wransky qui tire dans la garde. Singalis garde. Il est bien placé sur la jambe. Allez, il faut qu'il déséquilibre son adversaire. Il a le bras sous la jambe, c'est bien. Une position qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Jason Souza, Batista. Ouais. Ah, c'est un petit peu une des gardes classiques. Hein. En tout cas en compétition, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités, parce qu'on est vraiment concentré que sur une seule jambe. Alors par contre, tout à l'heure, Jackson Souza qui n'avait pas réussi à renverser Kenan Duarte depuis cette position. Parce que Minenko a la même stabilité que Duarte. Vous l'avez dit, hein, c'est un peu le genre de position qu'affectionne particulièrement. Voilà. C'est fait, il est parti dans le dos, il a changé d'axe. Il suffisait de demander en fait. Ouais. Ah, c'est intelligent, il a changé d'axe de déséquilibre, de poussée. La grosse pression, Wardinski, évidemment, qui a enfermé les hanches et les jambes de Minenko, qui reste sur lui, qui ne laisse pas d'espace. Il va essayer de le passer, hein, donc il a plusieurs possibilités, hein, ou passer devant, ou au contraire, prendre le dos derrière. On le voit, là il choisit. Mais attention, hein, s'il crée un espace, automatiquement Minenko va pouvoir se replacer. Voilà, on voit qu'il place les crochets, Minenko. Et bon, il peut rien faire hein, tant que ses hanches. Eh, ça y est, il est passé derrière, voilà. Et là, je pense que les points vont être marqués sur le passage. Hein. Ah, il monte. Ah, il essaie de prendre la montée, mais Minenko qui repousse, qui le remet entre les jambes, voilà, qui reprend une jambe, demi-garde. Donc pas de points. Un avantage évidemment pour Wransky, mais pas de points. Allez, Wransky qui est par contre qui est bien installé dessus. Ah, s'il arrive à dégager cette jambe, il peut prendre plusieurs points d'un coup. Ouais. Et ça y est, bras sous l'aisselle, c'est bon signe ça. C'est bon signe, il va pouvoir dégager la jambe, ça y est, c'est fait. Antoine, vous avez entendu. Hein. Voilà, et directement, position montée. Ouais, donc là, 3 plus 4, ça fait 7. 7 points là entre eux. Ah, donc 3 points pour le passage de la demi-garde. Et 4 points pour son montée. Là, c'est tout bonus. Hein. À 1 minute de la fin, oui, c'est... Ouais. Et là, on voit un ski qui est bien installé, en pression, en immobilisation, voilà. Il verrouille tout. Il roule la tête avec l'épaule, il a bien le bras sous l'aisselle. Voilà, il va constamment essayer de remonter l'épaule de son adversaire pour empêcher de défendre. Ouais, ça va être très dur pour Minenko de sortir. Là. Donc on voit un jeu d'escrime avec les jambes. Ouais. Il y en a qui essaient d'enlever. Ouais, mais c'est compliqué parce que là, on le voit. Les crochets. L'épaule est remontée, donc il peut même pas ponter, il peut rien faire. Il subit complètement l'immobilisation. Il essaie de travailler en bas, on le voit, il essaie peut-être de récupérer une jambe entre les siennes. Mais bon, ça va être à 20 secondes de la fin, ça va être très compliqué. Il y a toujours la pression sous le coude et l'épaule. Peut-être une attaque, hein, peut-être voilà, il cherche les revers, et voilà. Peut-être un étranglement, dernier instant. Bon. Je pense pas que ça va évoluer. Hey. C'est la fin du combat et Adam Wransky va s'imposer et donc remporter la médaille de bronze dans ce tournoi ceinture noire adulte moins de 94 kg. Bon, on aura vu qu'un renversement et un beau passage. Hein. Un souvenir à Anton Minenko qui avait lui terminé 3ème de l'Abu Dhabi Grand Slam de Tokyo en battant Nicolas Penzer, il me semble. Ouais. Et cette fois-ci par contre il échoue. Ouais, le Virac est content, hein. C'est une médaille pour sa team, pour son équipe. Et voilà, victoire technique hein, pour Wransky. C'est toujours un combattant agréable à regarder parce que vraiment voilà, il est vraiment fin dans son travail. Voilà, beaucoup de renversements. Voilà le crochet là. Et belle attaque hein, Jamenko voilà, qui a bien réussi à tirer la jambe. Et là, le passage.
Là, on voit, il cherche à passer un cheval, mais se récupérer la jambe. Et du coup, il défend. Puis là, on va voir, évidemment, le passage final. Là, le moment où Wardowski va dégager, donc voilà. Cette jambe qui est prise. À tout à l'heure, on le voit, dès qu'il réussit à passer le bras sous l'aisselle, à verrouiller les épaules en escrime, à mettre, voilà. Là, voilà, et là, il verrouille les épaules. Et là, maintenant, comme les épaules sont contrôlées, il peut dégager la jambe, mais du coup, il ne peut rien faire. Il subit complètement le passage et appuie sur montée. La suite. On enchaîne avec le tournoi ceinture noire adulte moins de 110 kg. Alors on a vu tout à l'heure Ricardo Evangelista en action. Ouais, très rapide d'ailleurs. Très efficace. On le retrouve maintenant au stade des demi-finales contre Max Jiménez. Jiménez qui s'est qualifié en battant Tanner Rice en quart de finale. Jiménez qui est tiré dans la garde. Et bon renversement, Jiménez qui va vite. Hein. Et attention, la clé de jambe là qui se prépare, clé de genou qui s'en... Bah, dis donc. Bah, c'est terminé. Ah bah l'arroseur a arrosé. Mais Gisela, il a été battu aussi vite que quand il est soumis son adversaire au premier tour. Incroyable. Jiménez qui n'a pas perdu de temps. Il est parti, il a tiré dans la demi-garde. C'était pas plus rapide que la victoire de Ricardo Evangelista tout à l'heure qui a dû mettre 15 secondes et là ça lui met 10 secondes. Incroyable. Et une belle clé, on l'a vu, une clé de genou extension. Jiménez très en forme. Hein. On voit le mouvement. Il tire, voilà, il cherche à renverser, le crochet sous la jambe et il le renverse. Mais avant même que les points aient le temps d'être marqués, voilà, il attaque entre les jambes. Directement, il est parti sur la jambe. Opportuniste, les techniques. On va voir le renversement, le crochet sous la jambe, le renversement qui part, très bien fait, et tout de suite la clé de genou. Voilà, en extension, imparable. Max Jiménez qu'on retrouvera donc en finale de ce tournoi ceinture noire adulte moins de 110 kg.